Bonsoir. Nabokov et Vera composaient les conférences en étroite collaboration au fur et à mesure. Tantôt, il lui dictait son texte à partir des notes qu'il avait préparées. Tantôt, Vera, non contente de se charger du travail fastidieux, cherchait les références, les dates et autres éléments de base, rédigeait intégralement le cours. Parfaitement en harmonie avec sa manière de penser, de parler, elle lui offrait un canevas idéal. Dans leur état fragmentaire, indéterminé et non révisé, ces cours étaient loin d'être prêts à la publication. Quand bien même ils présentaient de triomphaux et éclatants scénarios pour les spectacles de Nabokov dans l'amphithéâtre. Il entrait dans l'amphithéâtre avec une grande intensité, Vera sur ses talons. L'hiver, emmitouflé jusqu'aux oreilles, il frappait le sol du pied pour secouer la neige de ses caoutchoucs et ôter son manteau que sa femme, mon assistante, disait-il aux étudiants, pliait sur une chaise avant d'enlever le sien. Puis il extrayait ses notes de sa serviette. Je ne crois pas que M. Nabokov se rendait compte de tout le suspense qu'il créait, se souvient un étudiant. Comme devant un magicien handicapé, nous ne savions jamais si allait surgir une poignée de foulards au lieu du lapin attendu ou un flan au lieu de l'œuf dur promis. C'était toujours une aventure. Que faisait donc Vera dans la salle de cours de son mari? Sans être diplômé, Nabokov avait un penchant marqué pour la précision. Le professeur naturaliste enseignait à ses étudiants l'art et la manière de disséquer la littérature avec la minutie d'un scientifique. Et ses étudiants s'empressèrent d'appliquer sa méthode afin de trouver des explications à la scène qui se jouait sous leurs yeux. Soit Madame Nabokov était là pour nous rappeler que nous étions en présence d'un génie et qu'il nous fallait nous abstenir de faire insulte à ce privilège en n'écoutant pas. Peut-être que Nabokov avait des problèmes cardiaques et elle veillait avec sa fiole de remède pour bondir à sa rescousse au cas où. Elle se trouvait là parce que Nabokov était allergique à la poussière de craie et qu'il n'aimait pas écrire au tableau. Sa présence servait à éloigner les petites étudiantes. Elle était son encyclopédie en cas de trou de mémoire. Il n'avait aucune idée de ce qui allait sortir de sa bouche et il n'en gardait ensuite aucun souvenir, si bien qu'il fallait qu'elle note tout pour qu'il puisse rédiger les questions d'examen.
Il était aveugle et elle le guidait, ce qui explique pourquoi ils arrivaient toujours bras dessus, bras dessous. Peut-être qu'il l'exhibait comme une preuve vivante de l'existence de son fan club. Peut-être qu'elle évaluait sa performance afin de la critiquer avec lui le soir. Ou bien elle était ventriloque. Peut-être aussi qu'elle cachait une arme dans son sac et qu'elle était là pour le protéger. Si elle paraissait immobile sur sa chaise, sauf pour lancer un regard mauvais ou rêveur, c'est parce que pour elle, les cours étaient plus que de simples cours. Des années après, un collègue de Cornell observait que le jour où Madame Nabokov avait été obligée de remplacer son mari sur l'estrade, elle n'avait pas modifié un seul mot de son texte. C'est en 1885, à Bournemouth, que Stevenson écrivit Le Dr Jekyll et Mr Hyde, au lit entre deux hémoptysies. Le livre fut publié en janvier 1886. Le Dr Jekyll est un médecin corpulent, bienveillant, non dépourvu de faiblesse humaine, qui de temps en temps, grâce à l'absorption de certains breuvages, se projette ou se concentre ou précipite sous la forme d'un personnage malfaisant, de tempérament violent et bestial, qui prend le nom de Hyde, sous la personnification duquel il mène en quelque sorte un pointillé, une vie criminelle. Pendant un certain temps, il retrouve à volonté sa personnalité de Jekyll. Il a une drogue pour se transformer en Hyde, une autre pour redevenir Jekyll. Mais peu à peu, la meilleure part de lui-même faiblit. Finalement, la potion qui devait lui permettre de redevenir Jekyll ne fait plus d'effet. Et il s'empoisonne au moment où il va être démasqué. Voilà le schéma de l'intrigue. Le docteur Jekyll est-il bon ? Non, c'est un être composite, un mélange de bon et de mauvais. Une préparation consistant en une solution à 99% de Jekyllite et 1% de Hydite, ou hydatide, du grec O, qui en zoologie est une minuscule poche à l'intérieur d'un fluide, du cœur de l'homme, empli d'un fluide limpide contenant des larves, merveilleux système, du moins pour les petits vers solitaires. Ainsi, en un sens, Mr Hyde est le parasite du Dr Jekyll. Mais je me dois de dire
que Stevenson ne savait rien de tout cela lorsqu'il choisit ce nom. Jekyll ne se transforme pas réellement en Hyde, mais dégage un concentré de mal à l'état pur, qui devient Hyde, et qui est plus petit que Jekyll, lequel est de grande taille, de façon à indiquer la plus grande part de bien que possède Jekyll. Il y a en réalité 3 personnalités, Jekyll, Hyde et un troisième lieu, le résidu de Jekyll lorsque Hyde prend la main. La situation peut être représentée visuellement. Henry Jekyll, grand, Edward Hyde, petit. Mais si vous regardez attentivement, vous verrez qu'à l'intérieur de ce grand Jekyll, lumineux, aimablement croisillonné, sont éparpillés les rudiments du mal. Lorsque le breuvage se met à agir, une sombre concentration de ce mal commence à se former. Puis elle est dégagée ou éjectée, telle que... Toutefois, si vous regardez attentivement Hyde, vous remarquerez qu'au-dessus de lui flotte, atterré mais dominant, au-dessus de lui, atterré mais dominant, un résidu de Jekyll, une sorte d'anneau de vapeur ou de halo, comme si ce noir concentré de mal s'était détaché de l'anneau du bien, mais que cet anneau de bien subsiste cependant. Hyde continue à vouloir redevenir Jekyll. C'est là le point significatif. Il s'ensuit que la transformation de Jekyll correspond à une concentration du mal qu'il habitait déjà, plutôt qu'à une totale métamorphose. Jekyll n'est pas tout bon, et Hyde, en dépit des allégations de Jekyll, n'est pas tout mauvais. Car de même que des fragments de l'inadmissible Hyde demeurent à l'intérieur de l'admissible Jekyll, de même plane au-dessus de Hyde un halo de Jekyll, horrifié par les crimes de sa mauvaise moitié. J'aimerais dire un mot des derniers instants de Stevenson. Je ne suis pas de ceux qui se passionnent pour l'anecdote biographique lorsqu'il s'agit de livres. L'intérêt humain n'est pas mon fort, comme disait Vronsky. Mais selon la formule latine, les livres ont un destin, et il arrive que le destin des auteurs suive le destin de leurs livres. On voit le vieux Tolstoï, en 1910, abandonner sa famille pour partir à l'aventure et aller mourir dans la chambre d'un chef de gare, dans le grondement du train sous lequel est allé se jeter Anna Karénine. Et il y a quelque chose dans la mort de Stevenson en 1894 à Samoa qui reproduit curieusement le thème du vin et le thème de la transformation qu'il avait imaginé. Il descendit à la cave pour chercher une bouteille de son Bourgogne favori, le déboucha dans la cuisine, puis brusquement cria à sa femme « Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Est-ce que mon visage a changé ?» Et il s'écroula sur le sol, victime d'une rupture d'anévrisme. Et il mourait 2 heures plus tard. Est-ce que mon visage a changé? Il y a un curieux lien thématique entre ce dernier épisode de la vie de Stevenson et le prophétique dédoublement du plus merveilleux de ses livres.